Apéro spécial Knicks Pistons. 3-1. Il y a 3-1. Il n'y a pas de 2 Non, il n'y a pas de 2. La dernière fois qu'on a fait un apéro sur cette série, il y avait un partout. On venait de finir les 2 premiers matchs à New York. Il n'y a pas de 2 Derrière, New York, bim bam boum, s'est pointé à Détroit et s'est imposé 2 fois de suite. On va en parler. Les 2 matchs très serrés avec des physionomies un peu différentes. Des fins de match très différentes. Des stars plutôt au rendez-vous des 2 camps. Dans les 2 camps, donc des vrais matchs, des beaux matchs. Du grand basket. Encore une fois, des matchs très différents, parce que Game 3, plutôt prolifique en termes de scoring, alors que le Game 4, ça a été un peu plus compliqué, les 2 équipes sous les 100 points. Si on te laisse pas tirer tranquille dans le corner aussi. Voilà, c'est ça, les arbitres qui avalent un peu leur sifflet pas que leur pendant sifflet. des longues périodes. Non, mais pendant des longues périodes, ils avalent le sifflet et ils l'avalent jusqu'au bout pour le coup. Et pas jusqu'au bout, pas que leur logique. sifflet aussi. Voilà. Aïe. Je sais pas par où tu veux qu'on commence. T'inquiète, on va Qu'est-ce qu'on commencer fait par un petit plein de choses. chronologique. On va tout faire, évidemment. A connu meilleur dimanche, comme dirait un certain politicien. Benoît Désolé, nos amis tout à fait ne sont pas socialistes Si vous chez le les connaissez Pistons. pas, c'est normal. Mais tout à fait. Il n'y a rien de surprenant. C'est comme ça. Mais a connu meilleur dimanche. Si vous êtes fan des Pistons, évidemment, on revient sur cet incroyable Game 4 et le finish qui a eu lieu avec cette faute non sifflée par les arbitres du Game 4, donc à Détroit entre les Knicks et Détroit. Plein de choses sur lesquelles revenir. On avait fait un premier point à 1 partout. On avait eu 2 matchs à New York. 2 premiers avec un Game 1 qui était notamment ce qu'on appelait le Campaign Game, notamment où on avait eu un très joli run de 21-0 des Knicks dans le Game 1 pour finir par l'emporter, mais pas satisfaisant les Knicks puisque Game 2, défaite. On retourne, ou plutôt on va à Détroit. On avait d'ailleurs critiqué, nous, l'attitude et le fond de jeu inexistant des Knicks. Karl Anthony Towns qui n'est pas utilisé. Voilà, c'est tout. Au Game 3, Karl Anthony Towns bien utilisé. Il a été extrêmement utilisé. Quand je dis bien, c'est beaucoup. Ah mais oui, tout à fait. Mais plutôt bien, d'ailleurs, je suis vache. Le plan de jeu global offensif des Knicks sur ce Game 3 a été de qualité. On arrive quand même, il faut le dire, dans une fournaise. Mais merci bien les Pistons. Bien Salade César Arena là. Qu'on a critiqué pendant des années, c'est la Salade César. Il y avait une ambiance de fou zinzin. Tout le monde n'a parlé que de ça là dès le Game 3 là, incroyable. Et en plus ils ont ramené tout le monde, Jalen Rose, Ben Wallace, Stephen Jackson. C'est bien. Tim Hardaway Jr. Tout le monde est passé en mode je suis une légende du club et donc on va mettre un petit peu le feu. On est sur un match qui est remporté de justesse par nos amis les Knicks, le premier des 2 remporté un petit peu au finish. Ouais, avec, il faut le dire, un duo Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, qui a fait le job dans ce match au global offensivement. Déjà d'un point de vue statistique, il suffit d'aller voir, Towns il est à 31 points, là je suis en train de regarder. 31 points, 8 rebonds, il y a 2 contres, il y a une interception, enfin... Il s'est battu, en plus il est très propre au tir, il est à 10 sur 18, 7 sur 7 au lancer, donc il est allé chercher au mastic. Pendant que son copain Brunson, lui, il est allé chercher 13 lancers, ça a fait des discussions, mais... Pour le coup, j'ai trouvé un peu dur, mais voilà, il est à 13 lancés, il est à 30 points, il est à 7 rebonds, 9 passes, je veux dire... 30 points, 7 rebonds, 9 passes dans la fournaise là, des Pistons, faut les poser. Bien sûr, et d'ailleurs tout ça sans une grande réussite à 3 points pour Jalen Brunson, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux un peu sneaky, aller justement créer du contact, et Jalen Brunson venait de recevoir son trophée de Clutch Player of the Year, je peux te dire qu'il a bien été le confirmer. Voilà, sur le match 3 et sur le match 4, l'autre Clutch Player of the Year, ah oui c'est lui. Sur la c'est série, bel et bien lui. S'il y a moins de 10 points marqués par Brunson dans le 4e quart-temps, il y a un bug dans l'équation. Alors c'est très très fort, et sur ce match 3, en face, les Pistons font un excellent match. On a vu du bon Cade Cunningham, on a vu du bon Tim Hardaway Jr., voire très bon Tim Hardaway Jr. dans ce match 3. En sortie de banc, Schroeder Bisley, le duo là, qui fait du mal, du bien aux Pistons, du mal aux Knicks, c'est selon. Toujours pas de Stewart. De quel point de vue on se pointe. Toujours pas Stewart, mais un petit Paul Reed. D'accord, c'est vrai, mais un petit Paul Reed qui vient, qui se tabasse au rebond, qui va au rebond offensif et tout. Moi, je te dis pas qu'on s'en fout de pas avoir Stewart, attention, je dis juste que c'est bien. Paul Reed, il rentre, il fait le taf. Ouais, complètement. Et évidemment, c'est ce banc des Pistons dont on parlait dans la preview qui fait le boulot. C'est important lorsque Détroit apporte un gros Cade Cunningham, Tim Hardaway Jr. et leur banc, qu'il faut que l'intégralité aussi du 5 majeur des Knicks fasse le boulot. On a beaucoup parlé de Brunson et de Kat, mais les 2 matchs de OG Anunoby et Mikal Bridges aussi, enfin en tout cas les 2 sur le Game 3, apportent.
C'est-à-dire que vraiment leur production sur le Game 3, c'est pas que... Évidemment, il y a plus de 60 points qui est mis par Kat et Brunson en duo, mais je veux dire, il y a littéralement 100 points qui est mis par un quatuor. Et il y a aussi... C'est énorme dans l'ancien majeur. Offensivement, vraiment une bien meilleure implication de OG Anunoby et de Mikal Bridges. Et il y a aussi un autre point qui est important, surtout du côté OG Anunoby, Karl Anthony Towns, c'est que je pense qu'à un moment donné, dans le vestiaire, on a dit « Les gars, donc en fait, vous êtes moins fort que Tobias Harris, c'est ça ?» c'est vrai. On était en train de dire c'est peut-être le meilleur forward de la série au bout de 2 matchs. Sur le match 3, OG a fait un bien meilleur boulot. La défense des Knicks, d'une manière générale, a essayé de s'organiser un petit peu différemment. Alors, il y a des choses contre lesquelles ils pourront rien faire, mais là, au moins, ça a bien fait chier Tobias Harris. Ouais, tout à fait. Et ça change des choses quand même pour les Pistons. Exactement. Alors, au milieu de tout ça, obligé d'en garder une parce qu'on va en reparler, lui, de ce monsieur sur le Game 4. Mais encore une fois, une grosse performance de Josh Hart qui joue plus de 40 minutes, qui envoie du rebond, qui met du rythme, qui envoie des caviars dans tous les sens. Donc, c'était aussi agréable de le voir. Pour le moment, il n'est pas trop, je trouve, et peut-être pas assez, je suis bien l'avis des fans des Pistons, mais pour le moment, Josh Hart n'est pas trop responsabilisé par la défense des Pistons pour essayer de sanctionner de loin. Pour le moment, c'est plutôt un joueur qui, je trouve, est oublié dans peut-être le travail de scouting qui pouvait être fait par J.D. Bickerstaff. C'est, moi j'attends peut-être ça, et je vais en parler, spoiler, au prochain tour, c'est dans le 5 des Knicks, il y a un mid-shooter. C'est quand même Josh Hart qui est plutôt laissé à 3 points. Pour le moment, ce n'est pas une clé de la série. Ils l'ont pas trop laissé à 3 points de Josh Hart. Il contribue dans d'autres aspects du jeu. Il avait 9 passes décisives sur ce match. Rebond, passe défense, il se bat et tout. Non, il est très important. Le 5 majeur des Knicks, de toute façon, il est fort. On le voit, puisqu'après, en fin de match, quand il s'agit de finir, là, on en revient à ce qu'on disait au début de cette analyse. Les Pistons ont eu beau faire un excellent match offensif avec du Cunningham, du Bisley Schroeder, du Tim Hardaway Jr., du Jalen Duren bien aussi et tout. Sur la fin de match, quand il a fallu conclure, il y a des actions qui ont été ratées par les Pistons, il y a des tirs qui ne sont pas tombés dedans, pendant que les Knicks, eux, n'ont pas mis des gros tirs. Match 3, je parle. Pour le match 4, on verra, c'est un petit peu différent le match 4, je peux vous dire. Ils n'ont pas forcément eu les gros tirs et tout, mais Karl Anthony Towns et surtout Jalen Brunson à l'expérience, ça va chercher les lancers, ça transforme les possessions cruciales en points. Exactement. Et c'est bien ça, être clutch. Donc là, 118 à 116 au final pour les Knicks. Bah oui, on parlait justement d'un rythme un petit peu de shootout, ça allait directement dans le jeu des Knicks. Oui. C'est-à-dire que Détroit ne pourrait pas tenir. Est-ce que New York peut l'emporter sur un match où il y a un peu moins de scoring ? On va basculer sur le Game 4 pour en parler parce que là, il y a vraiment 20 points de moins qui ont été marqués sur la rencontre par chaque équipe. Avant ça, petit point, sponsor et promo. Car, comme certains l'ont peut-être vu, et on a démarré pied au plancher, mais vous les connaissez, ils sont avec nous évidemment plus d'une fois dans la saison. Et oui, si vous voulez, Alex, vas-y, régale-nous avec les coques Rhino Shield et collection NBA. Nos copains de chez Rhino Shield qui sortent des nouvelles collections de coques. Il y a pas mal de modèles sympas. Tiens, par exemple, regardez-moi ça. C'est Knicks, Vous voyez ça là, je sais pas si on voit bien là. C'est une coque transparente là avec le logo des Knicks dessus. Donc c'est solide comme tout. Tout à fait, regarde, je peux même te le faire. C'est Joe Hart Anunoby le truc. Exactement. Je peux même vous le faire en direct ici, c'est l'iPhone de Bibi, sans vouloir faire du placement produit. On va voir si ça passe, évidemment. Normalement, oui. Tiens, ça va être beau comme tout. Oh, ça c'est très très bien. Faut voir, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, mais coque transparente là, c'est sympa. Si vous portez ce genre de coque, vous pouvez avoir jusqu'à plus 200% de call dans le Money Time. Moi, j'ai une coque basique que j'aime beaucoup là, un joli. C'est quoi ? C'est le vert, vert canard. Cyan. Non, cyan, c'est pas ça. C'est vert canard, je crois, ou bleu canard. Je sais pas comment on dit. Vert nuit, bleu roi bouteille. Là, on a. Si vous êtes fan des Minnesota Timberwolves et que vous aimez rigoler, il y a cette coque. Ah oui, très bien. Et puis si vous êtes fan de vous savez pas trop quelle équipe, il y a celle-là je trouve très sympa avec des logos un peu vintage et tout. Je sais pas si on voit tu bien. peux reculer là. un peu, normalement ça va prendre la focus. Ouais, voilà, il y a tous les anciens logos NBA. Ouais, c'est assez sympa. Et surtout, mesdames et messieurs, si vous foncez chez Rhino Shield, avec le code Trash Talk, vous pouvez avoir moins 15% supplémentaire. C'est toujours chouette. Regardez, il y a une très jolie collection avec les coques dont on a parlé. Si vous voulez représenter nos amis les Spurs. C'est pendant une durée limitée ou pas ? Je me rappelle plus. Ça c'est open bar. Franchement, allez-y. Si vous n'êtes pas content, vous avez juste à nous demander. On réactivera le code. Elle est là, juste ici, là, la magnifique coque dont tu parlais. Avec du hardwood, c'est assez sympathique. On peut se régaler. Ils font pas mal de références de téléphone. Donc, à part si vous avez un Motorola à clapet, normalement, il y a moyen de trouver quoi. Exactement.
Code Trash Talk, on vous remet toutes les informations évidemment en premier commentaire avec les poteaux de Rhino Shield sur le site. Vous foncez code Trash Talk moins 15%. Comme je disais, plus de 200% de call et moins 80% de réussite dans le corner. Et également, ça fait partie des codes promo sur le Game 4 dont on va parler. On a dit rythme effréné et high scoring plutôt à l'avantage des Knicks. Et Alex, je veux te lancer là-dessus. Sur le début du Game 4, moi j'en ai parlé en rigolant le dimanche soir avec les poteaux de la rédac parce qu'en fait je débarque sur le match et je me dis bon bah on va voir hein, mais les Knicks cartonnent 29-19 dans le premier quart-temps. On est dans la continuité offensive de ce Game 3 où tout va bien pour New York et donc on file tout droit vers un Game 4 remporté tranquille par New York. En fait, c'est bien dominé la première mi-temps. Voilà exactement, c'est ça, il faut parler de la première mi-temps dans son ensemble. Les Knicks sont devant au score jusque quasiment le milieu du troisième quart. Et oui, il y a un petit push à la fin de la première mi-temps avec un run ultime des Pistons pour revenir à moins 7 à la pause. C'est ça, mais je veux dire en début de troisième quart là, ça reprend le lead de manière. C'est ça, c'est qu'en début de troisième quart, bouge pas, j'étais en train de vérifier. L'attaque des Knicks devient une atrocité. Le troisième quart des Knicks, 2 doigts au fond de la gorge, moins 15%. Ouais, mais en début de troisième quart, t'as encore un moment, là t'as encore 7 points d'avance et tout machin. Et la tendance s'inverse progressivement au cours du troisième quart. Oui. Donc c'est beaucoup plus accroché. Les arbitres, on rigolait un peu là, mais les arbitres, concrètement, ça siffle pas grand-chose. Allez-y. Hein, ça siffle pas grand-chose, voire rien, de manière assez surprenante. Donc ça joue dur. Ça laisse jouer très physique. Ça laisse jouer très physique quand même. Oui. Par rapport à ce qu'on voit dans d'autres séries de playoffs ça puait l'Est là. Ça sentait l'Est et ça sentait, on a l'impression que les mecs n'ont pas les mêmes consignes. C'est peut-être une thématique qu'on va remettre sur le tapis, mais clairement... L'irrégularité des calls, putain. Comment veux-tu, quand t'es joueur, comment veux-tu comprendre? Donc bref, toujours est-il que là, t'es dans ce Knicks Pistons, ce Pistons Knicks, qui redevient serré, très serré même, dans le courant du troisième quart. En fin de troisième quart, j'ai plus la minute exacte, Jalen Brunson sort du terrain en boitant. Bien sûr. On est là devant nos écrans, on fait c'est bon. Ça y est, les Pistons, c'est bon. Ils vont égaliser à 2-2. Là, on voyait pas trop comment les Knicks allaient refaire cette affaire. Il boitait quand même bien. Et puis il y avait, je veux dire, ça avait tourné quoi. Complètement. Non, mais c'est un tournant quasi de la. Bon. On parlait déjà à l'époque de quasi tournant de la série. On en parlera une demi-heure plus tard. Mais c'est vrai que Brunson, quand il est sur cette loose ball un petit peu là avec Schroeder et qu'il tourne cette cheville à laquelle il s'était déjà fait mal, on se dit mais putain qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il retourne au vestiaire et en plus on est dans ce range où les Knicks n'y arrivent toujours pas. Ils mettent 14 points sur le troisième quart-temps, donc 14 points en 12 minutes. Excusez-moi de vous dire que c'est pas génial, surtout pour l'attaque des Knicks. Tout à fait. Et là, on se dit, ok, il n'y a plus de Captain Brunson. Ça va être une horreur pour nos amis de New York. Il revient et on se demande comment va se passer le Money Time. Mais ce match, ce qui m'emmerde, c'est la fin, on va y venir, mais la qualité de ce match, quand même, c'était exceptionnel. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient avec moi là, de 19h à 21h30. On s'est régalé. Ça rendait coup pour coup les shoots de Karl Anthony Towns dans le Money Time. En fait, c'est ça le truc, c'est que Brunson revient, mais en début de quatrième quart, les Pistons ont 7 points d'avance. Je crois même qu'à un moment, ils ont 10 d'avance en genre, tu sais, au bout d'une minute ou deux. Bon, je peux te l'avoir là, attends, bouge parce que j'ai le truc sous les yeux là, je vais te l'avoir pour se remettre un peu. Voilà, tu vois. 74-64. Voilà, 76-66 à 9 minutes de la fin du match. Donc 10 points. Et là, Brunson show et Karl Anthony Towns show. Et Mikal aussi qui en remet. Et Mikal qui en remet. Dégueulasse tout le match. Et là, Brunson a mis 15 points dans le quatrième quart. Oui. Mais Mikal met 2-3 points énormes alors qu'il rentrait pas une bille depuis 40 minutes. Ouais, non, tout à fait. Il a mis, c'est vrai qu'il a, c'est bien, il met 2 gros 3 points. Donc Brunson qui revient, ça a l'air d'aller à peu près à la cheville. On se pose un peu des questions. On voit vite, dès les premiers plays, on voit vite que tout va bien. Et là, en plus, il n'est pas en mode je vais chercher des lancers et tout. Il met vraiment des tirs, des mid-range, des petits pull-ups, des petits flotteurs. Clac, il y a un 3 points, un gros 3 points et tout. Les Knicks commencent à revenir. Les Pistons, c'est pas qu'ils se mettent à mal défendre, c'est plutôt qu'ils se mettent un peu à patauger offensivement, à avoir du mal à scorer, un petit peu de pression, ça tremblote un peu. Pas tout le monde, je veux dire. Cade Cunningham, on n'a peut-être pas assez dit son nom dans cette vidéo. Cade Cunningham fait un quatrième quart tout à fait honorable. Et c'est surtout, la fin, malheureusement. La toute fin. Mais il y a quand même un triple-double. Il y a trop de pertes de balles, mais il y a un triple-double. Il fait un compte des chase down et tout. Il va se battre et tout. Et puis surtout, il
porte son équipe offensivement tout au long du match. Je veux dire, dans un match à 93 points des Pistons, t'en as 25 de Cade Cunningham avec 10 passes. Ouais, non, mais Donc, c'est offensivement, il est là, il est quand même au rendez-vous, même s'il y a des pertes de balles qui font chier. Ça, on est d'accord, il y a des pertes de balles qui font grave chier. Il y a des choix de fin de match qui font chier. On est d'accord. Mais bon, après, c'est ses premiers playoffs aussi. Il faut peut-être pas qu'on lui en demande trop non plus. Puis il a un niveau énorme sur cette série. C'est Brunson et lui sont les 2 meilleurs joueurs de cette série. Merci, au revoir. Voilà, avec Karl Anthony Towns, comme il joue comme là dans le 4e quart. Un peu... Où là, effectivement, les Knicks à -2. 4. Une possession un peu merdique, un peu chelou. 3, et 4, lui, de loin, il te prend un énorme 3 sans réfléchir à la Karl Anthony Towns. Il n'y a pas un gramme d'arceau. Il n'y a que de la ficelle. Il se retourne vers son banc. Il fait on va le prendre. Grosse clim. Il y a eu grosse clim sur la grosse clim. Mais les Pistons, il leur restait quoi à ce moment-là? Il leur restait combien de temps? Il restait encore au moins 40 secondes, non? Alors tout à fait. Dans cette fin de match, il y a avant le shoot de Karl Anthony Towns, il y a un fadeaway énorme de 4 lignes de fond, qui est un shoot d'une difficulté monumentale. Kevin Durantesque. Exactement. Mais il était énorme. Il rentre son shoot, on se dit genre papa, ok. On a vu Michael qui a fait le boulot. Il y a Josh Hart qui met de la percussion parce qu'il faut provoquer des lancers. Donc il y a des soucis de faute. On va essayer de voir si on peut provoquer justement sur certains garçons comme Tobias Harris qui était rentré dans la gueule de Karl Anthony Towns. Beaucoup de trash talking. Ça y va, double take dans tous les sens. Dennis Schroeder qui pointe du doigt. L'ambiance elle est folle. Tim Hardaway Jr. Qui répond bien. Tim Hardaway Jr. Je sais pas combien. On va reparler de lui, Tim Hardaway Jr. bien sûr. Mais avant qu'on reparle de lui, il a mis au moins 2, voire peut-être même 3 gros tirs. Mais bien sûr. Alors dans le 4e quart, pour rester devant un peu à +4, +5. Tu sais quand New York revient bien, on dit ça y est ils sont là et bim Tim Hardaway à 3 points. Alors t'as Tim Hardaway et t'as un garçon qui décide de se réveiller alors qu'il a été nul sur toute la première mi-temps. C'est Malik Beasley qui, lui, c'est comme d'hab, il voit un morceau de ficelle qui a bougé. Ça devient Kobe 2006. Donc en gros, Malik Beasley, alors qu'il était nul à chier, il commence à mettre banderie sur banderie. Vraiment, Beasley, c'était... Je sais qu'il y avait des fans qui disaient non, pas Beasley, parce que Beasley et Tim Hardaway Jr. en effet ont commencé à rentrer, mais shoot sur shoot, quand ça commençait à devenir un peu tendu offensivement. Et c'est vrai qu'on rentre dans ces 30 dernières secondes. C'est vrai, et il reste 47 secondes. J'étais en train de chercher. Quand Karl Anthony Towns met son énorme 3 points, il reste 47 secondes. Donc c'est beaucoup. Il n'y aura plus un point de marqué. Un point de marqué et tu as une perte de balle de Cade Cunningham. Ça arrive, très bonne défense des Knicks, notamment qui décide de step up défensivement et t'as Cade qui perd le ballon. Brunson qui rate un petit shoot de quoi terrible à 1m50 parce que tout à fait, il restait 5 secondes sur l'horloge. En fait, t'avais. Mais il pouvait le mettre. C'est ça, t'avais Schroeder qui avait fait un bon deflection sur Brunson et après t'as Brunson qui cut sur une remise en jeu, un flotteur main gauche qui met normalement en dormant. Il le loupe, rebond des 3, il te reste une possession. Une perte de balle de Cunningham aussi bien dégueulasse. Celle-là dont sans conséquence, mais voilà. Mais très très violente. Et en fait, on en vient à cette dernière action où Cade a la balle. Et d'ailleurs, J.J. Bickerstaff le dit, il lui fait confiance 100 fois sur 100 pour entrer ce shoot. Et c'est un shoot ouvert, c'est-à-dire qu'il a quand même le talent, Cade Cunningham, de se retrouver en ISO contre OG Anunoby et de créer par son footwork un shoot ouvert. Un shoot, Franchement, c'est un beau shoot. À 4 mètres 55 mètres, là. Moi, je lui donne tous les jours. Moi aussi. Ça me va. Il peut le mettre tous les jours, sauf que là, ça ricoche. Bon fight de Tobias Harris au rebond. Ouais, c'est rebond offensif de Hardaway Jr. du coup, non? Et en fait, fight de Tobias Harris, mais rebond offensif de c'est Hardaway qui vient. Tim Hardaway Jr. est dans le corner et va aller se décaler parce que la balle roule et que t'as Tobias Harris qui est en train de se battre comme un fou avec les Knicks pour essayer de récupérer la balle, notamment Josh Hart. Il la récupère et on se retrouve malheureusement devant ceci. Shoot de Tim Hardaway, contest de Josh Hart. Il est un peu lancé, il est dans son élan, le shoot est raté. L'arbitre, regardez, vous voyez l'arbitre sur l'image, remets l'image. L'arbitre, il est là juste à droite, enfin à gauche du coup pour les gens. Il est juste à côté de. Il est bien placé. Il y a pas de 1, il était un peu loin et tout, machin, tout ça. Donc tiens, l'arbitre, si besoin. Je t'en prie. Voilà. Moi je vois plus rien du coup, c'est chiant. Mais je vois plus rien, mais tu sais quoi, je pense que je vois encore mieux que l'arbitre là. Non, mais de toute façon, honnêtement, ce qui est scandaleux, c'est que scandaleux dans le sens, désolé les fans d'Enix, je pense qu'ils sont même d'accord avec nous, pardon, je remets mes lunettes. Il y a faute. Bah évidemment qu'il y a faute. Il y a faute. Il y a faute, de toute façon c'est pas compliqué, même les arbitres quelques heures après le match, il y a un mea culpa officiel, désolé, il y a un excessif contact, les Pistons, s'il y avait faute,
Donc les Pistons, s'il y avait faute, c'est donc vous auriez dû avoir 3 lancés. Oui. Je laisse faire le calcul à ceux qui sont un peu moins matheux, parce que nous avec Bastien ça va très très vite, tu vois les maths et tout. Quand t'es à -1 et que t'as 3 lancés qui valent tous 1 point, il y a moyen que ça puisse le faire. Et que le chrono est fini en plus. Enfin, oui, il est fini le chrono. Oui, le chrono est fini. Non, voilà. Et donc, nous buzzer, avons célébration, une fin de match. Les Knicks qui repartent avec la win, et ça pourra pas leur être enlevé. On a quelques heures plus tard les arbitres qui font un mea culpa. Franchement, du côté de Détroit, ça va leur faire une belle jambe. David Guthrie, juste pour la traduction, pendant l'action en direct, ça a été jugé que Josh Hart avait fait un move et une défense légale. Mais cependant, après avoir revu l'action après le match, nous avons observé le fait que Josh Hart avait créé un contact au niveau du corps qui était bien plus que marginal sur Tim Hardaway Jr. et une faute aurait dû être sifflée. Donc, on va pas vous traduire ça, hein, les Pistons se font enfler, tout le monde a bien compris. Ce qui m'énerve, moi, là-dedans, c'est que à vitesse réelle, honnêtement, après je suis pas arbitre à haut niveau, mais moi je la trouve sifflable à vitesse. Parfois il y a des actions où je me mets à la place de l'arbitre, je me dis putain à vitesse réelle c'est dur à juger. Là je pense qu'avec les corps et tout, il y a moyen de la siffler. Après que le mec la siffle pas sur le coup parce que ces contacts là sont jamais forcément évidents parce qu'on sait jamais. Non mais tu sais, est-ce que c'est avant, après, en retombant, machin. Ok, pourquoi pas. Moi ce qui m'énerve c'est la façon dont sont faites les règles, c'est comment c'est possible qu'il n'y ait pas de review de ce genre de play dans un moment aussi important en playoff. On nous fait chier des money time entiers à nous review des plays avec des caméras, il y en a partout et tout, t'as l'impression qu'on va te voir l'arrêt du cul et tout. Là non, pas de replay là. Alors, on peut pas le revoir celui-là. Merci, c'est bon. Une victoire des Knicks. C'est scandaleux ça. Moi ça me dérange. Mais bien sûr, moi aussi ça me dérange. Ça me fait chier. Le fait est que les règles n'autorisent pas après un buzzer à revoir une action et il faudrait que la NBA se penche dessus parce que incroyable. L'irrégularité des calls fait qu'il y a un an, quand Shai Gilgeous-Alexander face à la fin de saison du Thunder vient contester le shoot de PJ Washington en playoff, il y a une faute qui est sifflée. Et ça permet à l'arbitre, vu qu'on va à la table, de savoir si le call est bon ou si on le retire. C'est parce qu'il y a no call qu'on ne peut pas review. Et c'est parce que pour le moment, dans les règles actuelles, il n'y a pas eu de coup de sifflet que, parce que le bouquin le dit, on ne va rien revoir. Regarde, donc voilà. Donc s'il y a faute de sifflet, c'est une erreur. Tu peux review. S'il y a Aaron Gordon qui dunk un tir raté de Jokic et qu'on ne sait pas trop si la balle est rentrée et tout, même après 8 reviews, moi j'étais là genre putain t'es sûr que c'est rentré. Honnêtement c'est quart de poil 2 secondes là, hein, vraiment. Hein. Là tu peux review. Mais par contre quand Tim Hardaway Jr. il se fait bousculer, alors faiblement mais bousculer en l'air. Si vous avez un peu joué au basket, vous savez que si tu te fais effleurer en l'air pendant que tu shootes, non seulement il y a faute, mais que ça peut te faire rater ton shoot, ça te fait rater ton shoot. Je dis pas que ça serait tombé dedans, le shoot de Tim Hardaway. Je pense même que Josh Hart, il aurait eu tout intérêt avec toute son expérience à contester d'un peu plus loin, mais sans risquer la moindre faute, tu vois. Bon, bref, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc là, on peut pas review. Non. C'est de la merde. Et c'est de la merde. Là-dessus, sur les règles NBA. Et puis après, tu te tapes un mea culpa, genre ça leur fait une belle jambe au Pistons. Désolé, merci, au revoir, tout à fait. Là-dessus, j'aimerais que la NBA soit plus régulière dans sa façon de devoir aborder les fins de match parce qu'il suffit, en fait, d'intégrer une règle qui fait qu'on doit revoir une action au buzzer. On ne devrait pas, en fait, c'est même ce qui m'emmerde encore plus. S'il y a le moindre doute, tu peux review. Ce qui m'emmerde encore plus, c'est que du coup, ça met les arbitres dans la sauce. Alors qu'on pourrait leur faciliter le travail en disant on ne va pas te mettre à toi la responsabilité de obligatoirement siffler. Quoi qu'il arrive, on va revoir cette action. Voilà. On va la revoir. Que tu aies sifflé, que tu aies pas sifflé. Sauf que ça là, change rien au final. Exactement. Sauf que là, vu que les règles elles sont ainsi, il n'a pas sifflé. Parce que le bouquin dit qu'on ne va pas revoir. C'est ridicule et ça a lieu dans un match d'une importance inouïe. C'est-à-dire que là, c'est pas il y a 1-0 ou il y a 1-0 d'un côté ou de l'autre. Tout match de playoff. Non, mais tout à fait, mais là, alors certes, c'est très important, mais tu là. passes de 2-2 à 3-1. Tu passes de 2 à 3-1 et t'es à la maison. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le Game 5 qui va arriver là n'a plus du tout la même importance et le même impact. La façon dont les Pistons vont l'aborder moralement n'est pas du tout pareil. C'est vraiment un scandale pour les Pistons parce qu'il y aurait dû y avoir au minimum un review. Moi là où ça m'énerve, après c'est que il siffle faute ou pas, pour moi du coup avec les reviews il y a faute pour moi.
il y a faute et tout le pour monde moi, le il y a sait des qu'il y a faute. lancers. Mais même Josh Hart, au moment où il rentre dans le vestiaire, il fait bien sûr qu'il y a eu contact, mais maintenant on va voir le last 2 minute report. Bien lui en a appris Josh Hart par expérience de savoir que parfois les arbitres avalent leur sifflet en fin de match, on le sait, et donc il sait que ça n'aura plus d'impact. Et il sait que ça n'aura plus d'impact, donc il peut continuer à parler autant qu'il veut. Oh maman, j'ai fait faute. Bien sûr que j'ai fait on a contact, pris mais la win, on va donner la parole à la NBA, tout à fait. Moi, ce qui m'a embêté encore plus, c'est que les arbitres, s'ils se retrouvent dans cette situation, c'est parce qu'ils ont aussi, d'une certaine manière, tu en parlais au début de la vidéo, ils ont laissé beaucoup d'intensité dans ce match. Mais il y a eu une telle irrégularité dans les calls que du coup, le match, ils en ont perdu le contrôle, les arbitres. Oui. Dans ce genre de situation, c'est parce que tu n'es plus en mesure de contrôler le match. Et que du coup, c'est all out, freestyle sur la dernière action. Bon. Ça là-dessus, je te jure, les arbitres qui savent bien contrôler leur match, et c'est difficile comme travail, mais dans ce genre de situation, je suis pas en train de critiquer les arbitres, je dis que si, tu les critiques, mais tu peux. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que la NBA devrait davantage aider les arbitres, parce que dans ce genre de situation, on les met dans la sauce alors qu'ils devraient être davantage aidés par le bouquin des règles. Exactement, parce qu'en fait, le coup de... Je comprends, ils ont trop laissé, du coup, ils avaient plus le contrôle. Ok, très bien, c'est peut-être vrai. Je sais pas, je pense que c'est... Je suis d'accord, c'est un peu parti dans tous les sens, mais on se retrouve néanmoins avec... Éventuellement, du coup, les Knicks pourraient dire oui, Brunson, il s'est rien fait siffler, oui, ceci. On peut discuter dans tous les sens. Ce qui est sûr, par contre, et qui est factuel, c'est que si tu leur donnes la possibilité de review sur un game winner ou un potentiel game winner, contact ou pas contact, là, quand ils review, il y a de fortes chances qu'ils te donnent des lancers. Et bien donc, sûr. Ils changent le résultat du match. Bien sûr. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir le contrôle du match ou pas, puisque de toute façon, contrôle du match ou pas, là, dans les règles actuelles, ils peuvent pas review, les mecs. Ce que je dis juste, nous, on est là, on a des... Non mais nous, on a des replays, on a des machins, on est là sur Twitter, on a 800 angles différents pour juger du bordel, et les arbitres, eux, ils peuvent pas. Non. C'est complètement débile. Mais bien sûr, ce que je veux juste te dire par rapport au contrôle du match, c'est que dans la façon, moi j'étais évidemment devant le match en direct et je le tweetais à fond, et donc je voyais que ce soit les fans français et des Pistons et des Knicks et aussi des reporters américains qui étaient ou même internationaux qui regardaient le match, savaient qu'on est passé par absolument tout dans ce match. On est passé par d'abord les Knicks où c'était évidemment open bar en première mi-temps et c'était comme ça allait dans leur sens, à un troisième quart-temps où il y avait des fans des Knicks qui disaient allez-y, massacrez-nous, allons-y dans tous les sens. Et en fait, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'NBA que lorsqu'on voit un trio qui est arbitral, qui est dépassé par la façon dont le match se développe, qu'on en vient à des fins catastrophiques. Le bouquin de la NBA doit évoluer parce que là, il y a un problème sportif clair. Le défenseur sait qu'il a fait faute, Josh Hart. Tout le monde sait qu'il y avait faute. Et les arbitres ne peuvent pas la siffler. Et les arbitres ne peuvent pas. À partir du moment où tu es sur un no-call, après ils ne peuvent plus refaire leur erreur sur le coup. C'est trop triste. Sportivement, ce n'est pas normal. Et ça enlève du coup un truc qui, moi, m'énerve, qui ne va pas effacer ce qui se passe dans la série, puisque bravo les Knicks, ils repartent de Détroit avec 2 victoires. Mais c'est que là, on a une bête de série qui est polluée par ce genre de merde. Et c'est pollué par un truc de merde, parce que le match d'hier, il est exceptionnel. Et tout ce dont les gens parlent pendant 80 minutes, épreuve étant, on vient d'en faire 20 minutes. Doit le gagner. Tout à fait. En tout cas, Tim Hardaway Jr. doit avoir les lancers pour potentiellement les faire gagner. L'opportunité sur 3 lancers, Tim Hardaway Jr., tu sais quand même que... Oui, il aurait pu, exactement. Mais toi et moi, et comme plein de gens, on va passer un quart d'heure à 20 minutes de parler de cette action, alors que le match et la série sont d'une qualité exceptionnelle. C'est le sport qui perd. Là, c'est la NBA qui y perd aussi. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, on va se ramener dans un Madison Square Garden où on va voir, peut-être que les Knicks qui ont déjà perdu une fois vont reperdre à nouveau, mais où je suis désolé, les Pistons, ils peuvent dire félicitations, on s'est fait enfler. Moi, je ne veux pas s'ils disent ça. Surtout que quelques heures plus tard, dans le Wolves-Lakers, on va se retrouver, c'est pas la même situation du tout, mais on va se retrouver avec un call des arbitres, une review parce que challenge demandé en fin de match qui change grandement la main de LeBron sur Anthony Edwards, la faute qui est finalement sifflée. Et attends, on va en discuter peut-être dans d'autres vidéos et tout, on va pas le faire maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment là on n'est pas sur un game winner, il reste des secondes derrière, les mecs demandent leur challenge et tout, mais ce que je veux dire c'est qu'en gros tu peux mettre les outils en place pour avoir des décisions au moins où les deux équipes se disent bon, l'arbitre au moins il a fait le taf et il a regardé et puis il a tranché. Tout à fait. Là, c'est pas le cas en fait. C'est ça le vrai problème. Je trouve que quoi qu'il arrive, même si ça gâche certains éléments peut-être d'appréciation dans le moment de ce qui peut se passer, la liesse s'il y a un shoot qui est raté ou d'une grosse défense, etc. Lorsqu'un match se finit sur une situation serrée comme ça,
Pour moi, jamais de la vie, il faudrait que les arbitres posent leur sifflet, serrent la main et rentrent au vestiaire. Il faudrait automatiquement retourner à l'écran et se dire, est-ce qu'on est sûr s'il y a le moindre doute, exactement. Voilà, quoi. Est-ce qu'on est sûr que sur cette fin de match, on a respecté ce qui s'est passé au niveau sportif? Là, ça n'a pas été respecté. Je trouve ça dommage. Ouais. Bravo aux Knicks et énorme Karl Anthony Towns, énorme Jalen Brunson, très gros jeu. Tout ce qu'on a dit là sur les Knicks, c'était vrai. Ils sont allés chercher 2 wins à Détroit, ce qui n'était pas rien. Non, c'est clair. Mais je suis désolé, t'es fan des Pistons, tu peux te dire, mettez une astérisque sur tout ça. Mais bien sûr. Et c'est d'autant plus triste que, je veux dire, la règle, c'est évident que la règle c'est de la merde là. C'est juste évident en fait. Genre, d'où tu ne peux pas vérifier un doute sur un shoot au buzzer sous prétexte qu'il n'y a pas eu de call. C'est un non-sens. Voilà. Ça fait chier. Bon, c'est tombé sur les Pistons. Pour leur retour en playoff, ils sont pas vernis. C'est dur. L'apprentissage est violent. Ouais. C'est comme ça. J'ai même vu des fans des Sixers qui sont venus rigoler, entre guillemets, avec nous, avec moi notamment à 22h, parce qu'ils ont dit putain, ça me rappelle des PTSD de l'année dernière, où il y avait eu des matchs. Tous les ans, il y a des situations comme ça. Ça arrive, quelqu'un va se faire avoir. Quelqu'un va se faire avoir pendant les playoffs. Plusieurs personnes vont se faire avoir. Là, en l'occurrence, c'est Détroit. Non, mais qui est des mauvais calls. Ouais, mais je trouve que je suis en partie d'accord avec ce que tu disais sur le fait que, quoi qu'il en soit, c'est un match de playoff. Putain, 2-2, 3-1, les Game 4, c'est d'une bascule. Genre là, ça change. Enfin, c'est énormissime. C'est énormissime. Non, mais bien sûr, les Game 4, quand il y a donc les Game 4 quand il y a 2-1, parce que quand il y a 3-0, c'est un autre délire, mais quand il y a 2-1, c'est toujours une sorte de bascule, évidemment. Et derrière, quand ça passe à 2-2, on sait les stats du Game 5, l'équipe qui gagne, le Game 5. On sait tout ça. Mais c'est sûr. Mais là, en fait, ce qui est embêtant, c'est que dans le flow d'un match de basket, on peut toujours se dire oui, mais attention, parce qu'il y a eu telle erreur d'arbitrage dans le deuxième quart-temps, et t'as vu, ils pouvaient revenir à -2, et en fait, ils se sont retrouvés à -7. Tu vois, genre, ok, oui, ça existe dans tous les matchs de basket, ça existera toujours, et on peut pas review tous les plays. Donc ça, ok. Pas de problème. Moi, je comprends, même si ça reste frustrant, même si nous on a les ralentis, on dit putain, l'arbitre s'est trompé. Dans un match de basket, il y en a pas mal des erreurs arbitrales. C'est juste qu'il y en a certaines sur lesquelles c'est un non-sens sportif de pas aller voir le review. Et notamment sur les game winners, sous prétexte qu'il y a un no-call. Donc c'est quoi l'arbitre? Faut qu'il y pense. Il dit, je vais siffler, faute. Quoi qu'il arrive. Comme ça, au moins, je vais aller voir le review. Puis peut-être je ravalerai mon sifflet. Exactement. Et je dirais finalement, il n'y a rien, je donne pas les lancers. Non. Faut aider les arbitres. Faut aider. Faut que le bouquin évolue. J'espère que ça va être adressé par la NBA et qu'ils vont se dire, genre, justement, faut qu'on arrête ce genre de situation parce que là, c'est clairement pas dans le sens les du mecs sport. qui nous changent les règles du All-Star Game tous les ans, j'espère bien qu'ils vont se pencher sur les trucs importants un jour ou l'autre. Exactement. Ils l'ont déjà fait dans des situations de money time. C'est-à-dire que là, notamment, tu vois, par exemple, tu disais, et je laisse peut-être les gens me corriger si je dis de la merde sur cette situation-là, mais je crois que, on va en reparler de l'action de Anthony Edwards, LeBron James. Je crois qu'en effet, c'est un challenge qui est imposé par Chris Finch. Parce c'est que la base... Edwards qui dit vas-y, le coach il suit son joueur et il y a challenge des Wolves. Tout à fait. Mais je crois que la NBA a fait des évolutions dans les 2 dernières minutes des matchs où, lorsqu'il y avait récemment encore des balles perdues, quoi qu'il en soit, les arbitres doivent aller à la table. T'es à 30 secondes de la fin et on sait pas trop si la balle elle a touché, tu sais, les doigts d'un tel ou d'un autre. Ça y est, ils y vont à la table maintenant pour s'assurer que la balle va dans les bonnes mains. Je crois que ça, il y a eu des implantations dans le 4e quart. Faut aller encore plus loin. Moi, je m'en fous. Le match, il dure 10 minutes de plus. On a perdu de la... Ok, mais au moins sportivement, on sait ce qui se passe, quoi. Là, c'est trop chaud. Et ça me fait penser qu'on a fait l'année dernière une grosse question. J'ai ressorti un extrait là ce matin de comment améliorer l'arbitrage en NBA. Où toi, notamment, tu proposais d'avoir des carrières un petit peu plus courtes pour nos amis les arbitres. Oui, je me disais que voilà. Moi, j'avais le trophée de l'arbitre de l'année où on doit justement les juger sur la qualité de leur mauvais call dans certains moments clutch. Je veux bien qu'on leur donne les outils qu'il faut. On est en 2025. Ouais, on doit évoluer. Question. Retour à New York. 3-1 donc pour les Knicks. Est-ce qu'ils nous finissent ça là dès le match 5? Est-ce qu'on va retourner à Détroit ou pas? Ça serait rude pour les Pistons. Moi, je trouverais ça rude. Moi, je pense que ça souhaite peut qu'on arriver. retourne à Détroit. Moi, je pense que ça peut arriver par contre. Moi, je vois bien les Knicks finir. Vraiment. En plus, c'est même pas au-delà des histoires d'arbitrage et du côté mentalement, on va voir comment les Pistons vont réagir à tout ça. On voit aussi quand même dans cette série que si les Knicks nous frustrent et nous proposent parfois des séquences avec un fond de jeu inexistant ou des rotations un peu suspectes ou enfin tout ce que tu veux, et qu'en face les Pistons se battent bien, les Knicks
sont une meilleure équipe aujourd'hui que les Pistons pour moi. Ils ont plus d'armes et ils ont les capacités à défendre aussi bien que les Pistons et ils peuvent attaquer nettement mieux puisque les Pistons tournent beaucoup plus autour de Kate Cunningham qui nourrit des gens et on verra quel est le mec qui peut prendre un peu feu, Bisley, Harris, Tim Hardaway Jr. Et il y en a tout ça, mais pardon, quand Karl Anthony Towns et Brunson jouent comme ça, en fait on l'a vu dans plusieurs situations, Détroit a beaucoup de mal en fait à tenir le rythme. Donc je pense que les Knicks à la maison, là, tel qu'elle est là la série, je pense que ça finit au prochain match, moi. On retourne à Détroit. Ouais, tu penses, j'ai mis 4-2 Pistons, je revoyais mon bracket. C'est pour ça, c'est ça l'argument. Non mais je souhaite. L'argument c'est pas... J'ai mis 4-2. Oh. Non, mais... J'ai mis combien moi? Je sais pas. J'ai mis 4-2 aussi je pense. J'ai mis 4-2 pour les... 4-1, moi. J'ai mis 4-2 en soi pour les Knicks. Pour le sport et pour le fait qu'on retourne à Détroit dans une ambiance de fou malade, j'en veux un 6e à Détroit. Là on retourne. Là moi je veux que les Knicks là ils prennent l'avion de New York pour retourner dans le Michigan là, dans la fournaise. Et qu'on ait une ambiance de zinzin. Et que les Knicks finissent le travail là-bas, comme des grands garçons. Attention, parce qu'il va y avoir une petite ambiance à New York aussi, là. Oui, tout à fait. Mais je serais vraiment très, très épaté et sincèrement bluffé que les Pistons, qui ont fait une super saison, aillent nous faire leur match référence au Madison Square Garden, saoulés, concentrés, et qui disent non. On va retourner à la maison. On ne finit pas notre super saison sur un call chelou qu'il y a eu au match précédent et après on s'est dégonflé au Madison Square Garden. Non, on retourne à Détroit. Je suis en train de regarder mon pronostic, excuse. Je t'en prie. Les pronostics, qu'est-ce que j'ai dit moi? Excuse-moi. Je t'en prie, moi je sais qu'il y avait en effet 4-2, on va voir ça, fais voir. T'as le bandeau, tu nous as mis? J'ai mis 4-1. Voilà. C'est pour ça. Argument, 4-2. J'ai mis 4-1, je pense qu'il va y avoir 4-1. Non mais plus sérieusement, je pense que c'est quand même un coup difficile à avaler pour les Pistons et je pense que les Knicks ont de l'expérience et doivent se dire faut les finir là maintenant tout de suite. Alors, et je pense qu'ils en sont capables, non? Si, mentalement t'es les Knicks, là tu te retrouves à New York ce matin, tu dis putain, on l'a échappé belle là ou c'est moi? Là t'es Brunson, t'es Hart, t'es tout ça, ils ont tous un peu d'expérience. Anunoby, Kat et compagnie, tu veux les finir. Et le public, tout. Et je pense qu'ils en ont les moyens. Tu vois, ils en ont les moyens. Grosse pression offensive et tout machin. Donc non, pour moi, c'est New York fini. Et pour moi, on retourne à Détroit. Dites-nous ce que vous pensez justement de cette fin de match du Game 4 qu'on a vécu ensemble avec la faute de Josh Hart sur Tim Hardaway Jr. Match 5 ce mardi soir, si je dis pas de bêtises, au Madison Square Garden. Dites-nous si ça se finit en 5 ou si on retourne à Motown. On vous fait des gros bisous. Ciao. Attention dans les corners. Bisous. Ciao. Ciao.